Avant de céder la parole à Abdelatif Miraoui, juste vous faire une petite présentation, à la fois d'abord parce que je suis ravi qu'il puisse faire sa première intervention en qualité de nouveau président de la Commission des relations internationales à l'occasion de ce colloque, et juste vous donner quelques, quelques éléments de CV. Je t'éviterai la liste longue de tes titres de docteur honoris causa, mais juste pour rappeler que tu es professeur d'université, tu es un expert dans le domaine de l'énergie, euh, tu es membre du comité scientifique de la COP 22 et tu as été président de l'agence universitaire de la francophonie de mai 2013 à mai 2017. Et depuis décembre 2020, tu es directeur général donc de l'INSAREN, de l'Institut national des sciences appliquées. Et l'idée de ton intervention ce matin, comme je le disais, on a fait un voyage dans le temps. On est allé se balader en 2030. Eh bien, on va varier et avec toi, on va faire un tour du monde ou en tout cas nous donner quelques indications, quelques points de référence sur la formation continue au-delà de nos frontières, comment cela se passe. Voilà, Abdelatif, je te laisse avec grand plaisir la parole. Merci beaucoup, Hugues. Et lorsque vous m'aviez sollicité sur ce sujet, c'est là où je commençais à me poser de vraies questions. Et je me suis dit, la formation continue finalement dans le monde francophone, comment ça se passe? Ça, c'était ma première réflexion. Et compte tenu de mon expérience à la tête d'une université francophone à Marrakech en particulier, je me suis rendu compte qu'en fait, les universités francophones, à part un tout petit peu je dirais, de variantes un peu au Québec, mais on est pratiquement tous, je dirais, à l'image de ce qui se fait en France. C'est que la formation continue dans les pays francophones est à peu près similaire, avec quelques variantes des participations des États, des interventions des États. Par contre, en Europe et aux États-Unis, là, on a des différences. Si j'avais eu un peu plus de temps, peut-être que j'affinerais davantage, mais voilà. Alors, d'abord, je rappelle juste des éléments qui sont triviaux, c'est que la formation professionnelle continue est un outil majeur de développement des sociétés, en particulier des entreprises et des demandeurs d'emploi, qui permet de se former tout au long de la vie. Et je suis tenté de dire que souvent, quand on réfléchit dans nos écoles et dans nos universités, on devrait plutôt partir dans l'idée d'être des institutions de formation tout au long de la vie, parce que la société nous demande cette donnée-là. Et puis, maintenant, avec le distanciel, il y a un recadrage, il y a en tout cas le développement de la formation tout au long de la vie par les méthodes distancielles. Et en particulier, les Américains, ils ont pris ce volet, même si nous, dans les pays francophones, et au Québec et en France en particulier, il y a quand même beaucoup de sur ces questions. Donc, je commence par rappeler, il y a un classement que fait le Times, et c'est celui du mai 2020, en gros, qui accorde une place très importante au retour d'expérience des apprenants et qui montre que finalement, la France, très bien classée, avec 11 écoles positionnées, 11 grandes écoles qui font partie de notre conférence, qui sont bien classées sur les 85 dans l'édition 2020. Donc, vous voyez que deuxième, troisième, sixième, huitième place sont des écoles françaises. Alors, c'est basé beaucoup, une pondération des apprenants, le retour des apprenants eux-mêmes, et donc, bien évidemment, avec des programmes Executive Education qui sont faits sur mesure pour la plupart des formations qui sont proposées.
Alors en Europe, il y a un centre européen pour le développement de la formation professionnelle qui s'appelle le CDFOP, qui est une agence communautaire créée en 1975 et qui permet de promouvoir le développement de l'enseignement formation professionnelle au sein de l'Union européenne. Et donc, le CDFOP, il participe en quelque sorte à la promotion et puis au développement de cet enseignement. Alors, la parole a été donnée à 30 experts des pays pour qualifier les systèmes nationaux et les changements qui s'opèrent. Et donc, pour une grande constante en matière de perception, l'enseignement de formation professionnelle est globalement considéré comme orienté et viser une main-d'œuvre qualifiée. Il est aussi considéré comme un type de formation moins prestigieux que les académiques, même s'il y a un changement qui est en train de s'opérer. On a bien vu que maintenant, les formations par alternance, les formations par apprentissage sont devenues très prisées par les jeunes et les moins jeunes. Aussi, les entreprises nous sollicitent pour ces questions. Et puis, elle est souvent coordonnée, toutes ces formations sont souvent coordonnées par les gouvernements centraux et financées par des budgets de l'éducation, mais on va le voir tout à l'heure avec des différences d'un pays à l'autre. On distingue en général, c'est l'idée que je me suis fait, 4 regroupements de perceptions différentes. Donc, le premier qui tend à faire l'équation entre formation professionnelle et formation initiale par alternance. Et en gros, l'accent est mis sur le learning by doing. Et donc là, les entreprises, ils ont vraiment une place centrale parce que c'est autour d'eux que ça se fait. Et vous comprenez bien, c'est l'Allemagne qui a été, je dirais, l'image de cette perception. Mais il y a aussi des pays dont on parle moins, mais qui sont dans cette tendance-là, particulièrement le Danemark et l'Autriche, d'abord par proximité, mais aussi par l'histoire, et dans une moindre mesure, la Hongrie. Le second groupe, qui est le plus important, il privilégie le sens de l'enseignement supérieur professionnel et qui est délivré par des établissements publics et intégré, je dirais, en grande partie dans le cursus classique, dans le cadre de la formation initiale. Là, on trouve l'Espagne, la Belgique, Flandre en particulier, la Roumanie, les Pays-Bas. Enfin, il y a des pays européens qui sont dans cette dynamique. Et le troisième groupe, qui perçoivent la formation professionnelle comme une formation continue des adultes. Alors, on va voir que la France, on a cette connotation également, mais on fait quand même la séparation. Et pour le dernier groupe dont fait partie la France et la Finlande en particulier, il y en a d'autres, mais c'est ceux-là qui sont les plus visibles. Elle désigne l'ensemble des dispositifs qui concourent aux apprentissages tout au long de la vie, soit la formation initiale en alternance ou la formation continue des adultes sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, on a vu que les formes se sont vraiment multipliées. En France, et plus qu'ailleurs, apparaît donc davantage un peu une formation continue, un peu dans le sens le plus englobant, comme un processus général, et avec des contextes, bien évidemment, d'insertion, d'évolution, de reconversion surtout, qui a été ces dernières années. À chaque crise, il y a bien évidemment un appui de la part de l'État avec les partenaires sociaux pour essayer de reconvertir, pour essayer de reformer, pour que les personnes, et surtout on l'a vu ces dernières années, ou plutôt ces dernières décennies, chaque fois qu'il y a une crise dans un secteur, on parle de régénérer des formations professionnelles pour essayer d'absorber ce chômage en particulier. Alors, qui finance la formation? Abdelatif, juste, désolé de couper ton intervention. Je pense que tu dois être un peu près du micro, à mon avis. Du coup, nous avons un son qui est assez saturé. On t'entend, c'est audible, mais assez inconfortable parce que le son est saturé. Voilà. Je ne sais pas si c'est mieux maintenant. Non, pas terrible. Non, pas terrible. Alors, je vais mettre d'autres écouteurs.
Désolé. Désolé, mais je suis obligé de faire le... Voilà, là c'est mieux si tu as ce niveau d'expression, ce niveau sonore d'expression, je pense que ça Bon, sera donc, je vais nettement essayer mieux. je vais essayer de continuer comme ça pour voir. Et donc, il apparaît, en gros, qui financent la formation professionnelle. Il y a d'abord les entreprises en première loge. En Allemagne, au Royaume-Uni, en Norvège, la formation continue est peu régulée. Donc, mais c'est plutôt les entreprises qui la portent, mais aussi les ménages, aussi les particuliers. Si je donne le cas du Portugal, en gros, ils ont une obligation de 35 heures par année de formation et par salarié qui est obligatoire. Mais le reste est j'allais dire, un peu à la discrétion de l'entreprise, en tout cas en fonction de ses besoins, mais également la participation des intervenants, enfin des concernés. Et dans ces pays-là, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Norvège et le Portugal, il existe également des aides publiques, mais moins intrusives que ce qui existe en France. Un système mutualisé, le cas de la France, de l'Espagne et de la Belgique, où les partenaires sociaux et l'État jouent un rôle important, je l'ai dit tout à l'heure, en particulier lors de situations un peu économiques difficiles. C'est là qu'on voit le pic, mais c'est tout au long je dirais un peu de la structuration de la formation professionnelle. Et puis il y a des systèmes publics. La Suède et au Danemark, l'État intervient de façon importante. Et bon, c'est connu, les pays nordiques, ils ont une manière d'intervenir qui est plutôt plus sociale et plus intrusive pour essayer d'accompagner. Donc, mais au total, les entreprises danoises, françaises et belges sont celles qui consacrent le plus de moyens, je dirais, de leur masse salariale pour la formation continue. Alors, qui se forme c'est là encore des petites différences. Les pays où les salariés sont les plus nombreux à être formés, donc c'est en Espagne et c'est en Belgique. Mais on les retrouve avec l'Allemagne en queue de peloton pour la participation des adultes à la formation continue. Mais encore une fois, l'Allemagne a une autre façon de faire avec les Fachschuler, il y a une autre organisation où j'allais dire le retour à l'université, en tout cas le retour à la formation, il est beaucoup plus facile que chez nous, par exemple. Et donc, les pays scandinaves, ce sont eux qui forment le plus les adultes. Et donc, l'Allemagne et le Royaume-Uni, j'allais dire pays mauvais élèves à en croire les données de l'Eurostat, mais nuance encore qui a la formation informelle qui elle, est très développée. Elle est très développée dans les entreprises, mais avec, je dirais, des formations assez courtes. Alors, le nombre d'heures de formation par salarié, si vous regardez ce diagramme, donc vous avez la Belgique à peu près à 19 heures, et puis vous avez le Portugal, ensuite la France est en troisième position, et vous voyez d'autres pays. Alors, le compte est très difficile parce que pour accéder à toutes ces informations, c'est assez compliqué. Je me dis, des fois en réfléchissant, je me dis voilà un axe d'un groupe de travail dans la commission des relations internationales parce qu'il est assez pointu et surtout avec ce qui se développe aujourd'hui avec le distanciel. Je pense que là, il y a une réponse à donner, en particulier dans nos grandes écoles, parce que je pense qu'il y a une niche un peu d'abord remplir sur le plan sociétal cette question, de par notre responsabilité sociétale, mais en même temps aussi, ce sont des enjeux sur le plan développement de nos écoles membres. Donc, il y a aujourd'hui je dirais un challenge à relever sur ces questions en s'inspirant de ce que peuvent faire les pays voisins. Alors, là aussi, un autre diagramme qui donne la part des formations en interne dans les entreprises, parce que ça aussi, beaucoup d'entreprises
récupèrent les subventions, en tout cas postulent sur les moyens pour qu'ils puissent opérer eux-mêmes les formations. Dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a des formations informelles qui ne se voient pas lorsqu'on regarde le nombre d'heures, je dirais de manière un peu brutale. Donc la part des formations en interne, on trouve des pays qui sont beaucoup plus importants, ça fait partie de leur dynamique. Et puis on voit que la France est plutôt en dernier parce que l'organisation du système n'est pas du tout la même. Donc on voit le Portugal et les pays nordiques avec l'Allemagne qui sont en première position. Un système décentralisé qui existe. L'Allemagne est souvent montrée un exemple dans tout ce qui est formation initiale en alternance, mais elle est considérée chez eux comme tout au long de la vie parce qu'il y a toujours cette possibilité de pouvoir revenir à l'entreprise, revenir à l'enseignement le plus facilement possible. Il y a nécessité de se reformer et une obligation de la part des entreprises qui elles-mêmes financent ces aspects. On va le voir aussi aux États-Unis, c'est une condition d'employabilité en quelque sorte. Donc une place importante est donnée aux formations en situation de travail. Et donc, ce sont ce qu'on appelle des formations, informelles. Et donc, l'Allemagne a eu recours à cette formation, d'abord en situation de travail, la participation au cercle d'enseignement ou de qualité, les conférences et les ateliers, les séminaires. Il y a quelques entreprises qui imposent un certain nombre de participations pour leurs employés. Et puis, la formation également par rotation des postes, comme ce qu'ont fait beaucoup de grandes entreprises. Si vous avez suivi la gaussienne des grandes entreprises comme General Electric ou d'autres. Et puis, les entreprises allemandes recourent davantage que les françaises à ce type de formation particulière en situation de travail. Là aussi, c'est culturel. Et puis, c'est développé dans des entreprises depuis très longtemps. Donc, on avait du mal à y revenir. Désolé. Alors, les dispositifs, il y a la formation par la promotion. Elle permet de parfaire dans son métier. Donc, en gros, on essaie de former pour devenir plus performant, plus compétent, mais dans le même métier. Et puis, formation longue de moins 400 heures sur 2 ans à temps plein. Le cas de l'Allemagne. Là encore, il faut qu'il y ait des facilités parce que ce n'est pas des formations sur mesure, mais ce sont des formations qui existent un peu dans les écoles et dans les universités où les employés ou les salariés peuvent s'y intégrer. Chose qu'on a du mal, par exemple, à faire dans nos systèmes francophones parce que le public est différent et on a du mal à conceptualiser en quelque sorte des formations qui peuvent être adapté en même temps à un public jeune en formation initiale et en même temps à un public, salarié qui a déjà de l'expérience dans un domaine bien particulier. Et puis, il y a les formations, les congés formation, qui est un droit de 4 à 5 jours d'absence pour formation. 1% des salariés y a recours et puis possible de cumuler 2 années de droit dans certains endroits. Alors, il y a tous ces éléments qui sont aujourd'hui bien installés, avec une faculté de percevoir de façon anticipée une partie de son épargne salariale. C'est quelque chose qui est en train de se développer chez nous également, mais n'a pas encore pris sa vitesse de croisière. Et puis s'ajoutent à tous ces dispositifs les initiatives de branche, les accords d'entreprise et les politiques de Länder. Donc vous voyez que l'Allemagne a vraiment une vraie politique, mais qui est basée sur l'alternance et sur, la formation tout au long de la vie. Le système universitaire, il est organisé pour pouvoir les réaccueillir une deuxième fois, une troisième fois, en fonction des besoins, sans que des efforts importants soient réalisés. Encore une fois, je compare par rapport au système francophone. Alors, d'abord, quelques éléments. C'est un rôle important de la formation initiale en alternance, la part importante des formations informelles, toujours comparée
je dirais toujours en fonction de la situation en Allemagne, et la prédominance d'un financement direct par les entreprises. Et les entreprises sont orientées, je pense qu'il y a des défiscalisations, c'est ce qui permet aussi d'aller dans ce sens. Et puis des programmes d'aide de l'État, mais qui sont ciblés. Souvent, elles requièrent des participations des entreprises elles-mêmes. Et le rôle des accords et des financements conventionnels est là vraiment de mise sur cette situation. Et j'insiste beaucoup, une présence d'un système décentralisé où les lenders, s'ils participent, il y a le salarié, mais il y a l'acteur aussi, qui est acteur par rapport à toute sa formation, même si, bien évidemment, l'entreprise, elle est en quelque sorte un peu, elle guide, elle provoque, je dirais, les formations désirées pour son entreprise. Alors, les principales, je dirais, différences ou les principales actions aux États-Unis, une formation tout au long de la vie est très encouragée. Alors, culturellement, elle est bien développée qu'en France. Il y a, j'allais dire, un peu les entreprises de formation professionnelle qui sont très développées. Et c'est plutôt les entreprises qui financent. Donc, on a les entreprises de formation, mais elles tournent essentiellement sur, j'y viendrai tout à l'heure, elles tournent essentiellement autour des community colleges qui ont pris un peu cette part, même si les universités, ils ont par les MBA, par les formations exécutives, ils ont des... Mais cependant, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'obligation de formation aux entreprises. L'aide à la formation passe uniquement par des avantages fiscaux et l'approche est plutôt incitative que coercitive. Et donc, le système marche. En gros, on est dans un système libéral, j'allais dire à 100%. Et la formation est très valorisée sur le marché de l'emploi. Donc, encore, les entreprises, quand ils ont des salariés qui ont une expérience, mais qui ont en même temps montré qu'ils se sont formés sur de nouvelles technologies, sur de nouvelles compétences, ils sont plus demandés par les entreprises. Donc, ça aussi, c'est un regard qui n'est pas écrit, mais les entreprises privilégient les gens qui non seulement ont exercé, mais en même temps poursuivi quelques formations supplémentaires. Et donc ça, c'est quelque chose qui est stratégique pour le développement des entreprises. Donc je le disais, et les community colleges aux États-Unis, ils ont cette spécificité, c'est les 4 premières années. Et les universités proposent également des formations continues. De nombreux organismes privés, ça aussi c'est un avantage qu'on a dans le système américain, parce que dès qu'ils voient qu'il y a des financements, les gens s'organisent et tout le système est conçu pour qu'on puisse se former, changer d'orientation. Donc beaucoup de possibilités vraiment de changement de carrière, de changement de formation est possible aux États-Unis dans le système américain, moyennant aussi tout ce qui se passe aujourd'hui avec le distanciel. Et je pense que on le voit avec toutes les plateformes qui se développent, qui se sont développées. Je ne citerai Coursera, mais il y a d'autres plateformes. Donc, Abdelatif, oui, j'ai l'ingrate tâche de te rappeler le timing. Alors, je suis légèrement en dépassement déjà. J'en suis désolé, mais pour ne pas mettre le restant du programme en retard. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que le système américain, il est assez performant parce qu'il est guidé d'abord par les entreprises elles-mêmes et qu'il n'y a aucune obligation sur le plan, je dirais, un peu étatique. Et puis que je dirais, beaucoup d'entreprises de formation se sont engouffrées dans cette thématique et aussi la perception des entreprises et la culture des entreprises, c'est d'avoir des gens qui ont cette capacité de pouvoir se former tout au long de la vie. Donc finalement, c'est devenu un concept où la personne, ou plutôt le salarié, est partie prenante directement parce qu'il sait que pour changer de carrière et puis pour trouver de l'emploi plus facilement, des formations en parallèle, des formations qui complètent ses compétences sont importantes. Voilà, et j'en aurai
voilà, terminer, que la formation continue présente de nombreuses disparités d'un pays à l'autre, c'est aussi culturel. Et puis que le benchmark permet de capitaliser de bonnes pratiques, et je pense qu'il faudrait encore l'amplifier davantage, et que, bien évidemment, il faut aujourd'hui qu'on profite de ces transformations, et surtout cette donnée qui, je dirais, des formations distancielles deviennent tellement importantes qu'il faut absolument qu'on arrive à saisir, je dirais, ces opportunités. Voilà, j'aurais terminé.